braver le mauvais temps et d'être là cet après-midi. Je sais que ce n'est pas très évident. Tout d'abord, une présentation de l'auteur s'impose, même si Jean-Marie Chelin est très connu de tous les cercles possibles, plus particulièrement dans les cercles d'histoire. Il a sa carrière professionnelle, comptable de formation, donc je suppose que rien ne le prédisposait à écrire des livres d'histoire, sinon des histoires de fric. D'ailleurs, il s'attelle très prochainement à l'industrie sucrière. Alors là, il sera dans son élément. Il a été, pendant 20 ans, il a occupé la fonction de marketing manager chez Coca-Cola et directeur de grandes surfaces jusqu'à sa retraite, la retraite qu'il a prise il y a 2 ans de cela. Alors, ses centres d'intérêt, je lui demandais, dans son CV bien évidemment, musique, concerts, voyages, particulièrement chercheur en archives, c'est ça, c'est un rat de bibliothèque, conférencier, généalogiste, collectionneur de photographies du 19e siècle et artiste peintre. Et il a publié, comme vous le devinez, de nombreux articles, aussi bien que de nombreux livres. Alors, parmi les livres, il y a une plaquette en 2010 pour le bicentenaire de la prise de l'île de La Passe et du combat naval du port impérial, patrimoine maritime des îles Maurice et Rodrigue, histoire des pirogues en dessin, et là, maintenant c'est du gros, du lourd, en 2011, Histoire maritime de l'île Maurice, volume 1, de 1500 à 1790, et volume 2, de 1791 à 1815, qu'on peut toujours acheter en même temps que le Port-Louis d'aujourd'hui. En 2012, Les îles là-haut, Histoire de l'archipel des Chagos, et en 2017, donc, Port-Louis, Histoire d'une capitale, volume 1, des origines à 1899, et volume 2, de 1999 à 1969. Voilà, c'est... quand on a parlé il est venu présenter son livre à la radio, tous ses livres, surtout l'histoire de Maurice et l'histoire de Port-Louis, l'histoire d'une capitale, représentent, comme vous pouvez le deviner, compte tenu du volume de ses ouvrages, représentent pratiquement 30 ans de recherche, 35 ans de recherche pour arriver à aboutir à ça. Alors je parle un peu sous la correction des historiens qui sont dans la salle. Il y en a quelques-uns. Je vois notre ami Barrel qui est là, qui écrit régulièrement sur l'histoire de notre pays et beaucoup sur Port-Louis aussi. Il a fait un excellent ouvrage sur les origines des noms, que je vous conseille fortement. Alors pendant des... Je ne peux pas m'empêcher de dire ça, avec toute l'admiration que je puis éprouver pour Auguste Toussaint. Pendant de nombreuses années, Auguste Toussaint, avec son 2 siècles d'histoire de Port-Louis, a exercé une hégémonie extraordinaire sur cette production, sur notre capitale. Il était très difficile d'avoir des livres sur Port-Louis. Et donc, Auguste Toussaint a été une référence constante pour les étudiants, pour les amoureux de l'histoire. Bien évidemment, on peut ne pas être d'accord sur la manière dont il a vu certains événements. Le prisme qu'il a utilisé était assez particulier. Ça peut provoquer certainement des polémiques, mais c'est comme ça. C'était une histoire vue par Auguste Toussaint. Alors, allez savoir si c'est l'histoire de Port-Louis, on verra. On pourrait même aller plus loin, vu par aussi les 2 têtes pensantes qui dirigeaient la municipalité de Port-Louis en 34-35. C'est vrai. Donc c'est dire qu'on n'est pas d'accord du tout. Hein. Très bien. Donc c'est dire que... Et puis heureusement il y a eu les tomes de Rivas Kenneth sur la corporation municipale. Il y a eu les chroniques des membres du cercle Rémy Ollier sur Port-Louis.
Prosper, Emmanuel Just, Somdet Beccori. Je pense aussi à Baron, bien évidemment, qui a écrit beaucoup de choses pour lui. Jean-Clément Cangy, qui a écrit un bel ouvrage, très romantique aussi, très émotionnel pour lui. Et puis tout récemment, l'histoire de Maurice qui vient de paraître en BD, l'histoire de Maurice de Shenaz Patel, Jocelyn Chamlao, sur les dessins de Christophe Carmona. Et puis bien sûr aussi le dernier roman qui est apparu de Rahim Ibrahim Sa, Mamzelle Rose, qui se passe, ceux qui sont venus au lancement du livre, dont l'histoire se passe dans le Port-Louis de l'époque, mais cela aussi contribue bien évidemment à faire connaître notre capitale. On ne peut que se réjouir bien évidemment de ces deux tomes que l'histoire d'une capitale, compilation et présentation de Jean-Marie Chelin. Je crois que cela va devenir manifestement deux ouvrages de référence pour la bonne et simple raison. L'avantage de Chelin sur Toussaint, c'est que Chelin est arrivé à l'ère technologique. Donc ça a été, je ne dis pas assez facile, mais les documents étaient plus accessibles et ils pouvaient avoir accès à tout, alors que peut-être notre cher Auguste Toussaint a eu peut-être plus de difficultés pour son 2 siècles d'histoire. Sans plus tarder, je vous passe la parole, Jean-Marie Chelin, qui est avant tout, il se défend d'être un historien, mais du moins, il se dit passionné d'histoire, et je crois que cela nous suffit amplement. Jean-Marie. Merci Philippe, c'est toujours un plaisir de l'utilisation du verbe chez toi. Oui, effectivement, cet ouvrage est le fruit de recherches qui ont été conduites sur l'histoire maritime de l'île Maurice. Pendant des années, j'ai passé je me suis dit, là, le nombre de documents qui existent sur tous les côtés maritimes de l'île et qui est en voie de disparition, parce que c'est disséminé parmi toutes les librairies de Maurice. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à récupérer ces documents, à les classer, etc. Et donc j'ai fait le fameux livre Histoire maritime de l'île Maurice, qui est un livre de chronique principalement, qui est un livre de référence du même style que celui-ci. Mais celui-ci, nous avons la chance d'avoir eu beaucoup de gens qui ont écrit sur Port-Louis de tout temps. Et vous verrez, je vais vous lire quelques petits textes que j'ai récupérés de ces auteurs. Il y en a de magnifiques. Et je dis toujours, si le mot pouvait se manger, on se serait délecté. C'est absolument super. Hein. Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'est dans l'ordre alphabétique que je parle depuis les poèmes de Sidney Hasson, Anouk Bijada, Norbert Benoît, Madeleine Bouvet, qui a fait un livre très intéressant, David Train-Bréville, notre ami Boren, Histoire et religion, qui m'a servi énormément. Il a fait un truc de l'enfer dessus, c'est très intéressant. Et les livres de Carbon, les livres d'un cousin à travers les siècles, Antoine Chelin, le théâtre à Maurice, etc. Chinatown, il y a pas mal de livres qui ont été faits. Les sœurs Lithiophanes ont fait des volumes absolument passionnants sur la communauté chinoise, et ce sont deux personnes vraiment qui à mon point de vue, ont marqué l'histoire, mais pour différentes raisons, dans le pas secondaire. Et franchement, ce sont des ouvrages, bon, ça a été publié sous l'égide du MTI. Je vous recommande fortement de récupérer les livres de Lithiophanes avant que ça disparaisse, parce qu'il y a très peu de livres en circulation. J'ai fait aussi un gros travail sur les écrivains des années 50. Par exemple, vous avez les gens qui font les chroniques stylées, M. Annie, une écriture absolument remarquable sur le vieux Port-Louis, l'ambiance, notre ami Charot, c'est M. Clément Charot, qui a écrit avant 1960, absolument remarquable. Même notre ami Malcolm, pour le 150e anniversaire, a fait un
petit document sur le chant de grâce et le Teufel, ou les 150 ans du chant du Teufel, absolument ravissant, et une écriture remarquable. Il faudrait lire pour vraiment apprécier la chose. Il y a des auteurs locaux, même Gaëtan Duval, dans certains livres que j'ai retrouvés par hasard, une certaine idée de l'île Maurice parle des incidents de Port-Louis, très bien, très neutre, et c'est assez intéressant. Vous avez Imrit Momtaz, la vie de Razak Mohamed, qui nous décrit bien le contexte de l'époque, le milieu. Et bon, Fauberville, éphéméride mauricienne, ça c'est très vieux texte. Enfin, il y en a à peu près 800 volumes à peu près que j'ai consultés, dont les fameux livres de Kenneth, Elias Kenneth, que j'ai eu le plaisir de rencontrer 6 semaines avant son décès, malheureusement, mais ça a été vraiment une après-midi. Notre ami Beron avait organisé la rencontre, c'était vraiment magnifique. C'était un sacré personnage. Donc, tous ces auteurs, quelque part, sont aussi les auteurs du livre, parce que j'ai compilé un peu ce qu'ils ont écrit, il fallait bien pour raconter pour lui, il y a du tout. Alors, le but de ça, on a parlé de Toussaint. Toussaint, oui, il parle de son livre, pour lui, de cette histoire qui est, au point de vue historique, considéré comme un des livres fondateurs de l'histoire de l'île Maurice. Et Toussaint a dit à quelqu'un qui me l'a répété que c'était une œuvre de jeunesse. Et effectivement, il a une description fabuleuse de l'époque française, mais il y a beaucoup de personnes, disons, c'est un peu le contexte de l'époque, avec M. Raoul Rivette, docteur, il s'appelle le fameux mail pour lui, docteur Laurent, et ce sont les patrons pour lui depuis une vingtaine d'années. Donc, ils avaient une approche, disons, un peu personnelle du contexte. Donc, il faut toujours lire entre les lignes dans le cadre. Alors, ces livres partent depuis l'époque originale, c'est-à-dire depuis Port-Louis avec des fataques et des arbrisseaux sur les plages. Bon, je ne vais pas vous lire tout ça parce que ce sera kilométrique. Mais je voudrais quand même vous lire peut-être quelques petits morceaux de textes qui sont très intéressants concernant Port-Louis. Le Port-Louis, capitale de l'île Maurice, clé et étoile de la mer des Indes, a connu et connaît toujours de grandes transformations. Elle est le lieu historique où se tient depuis des siècles le gouvernement, le commerce, la banque, la justice et la politique. Le Port-Louis fut toujours un port, un camp, un bourg, une ville devenue cité. Notre capitale a connu des heures de gloire, ainsi que de profondes détresses suite aux cyclones, inondations, incendies, épidémies et grands événements de ce monde. Elle a toujours su s'en remettre. Port-Louis, avec ses rues dressées au corps d'eau, a toujours son âme. Il suffirait de quelques initiatives radis et d'un peu d'imagination pour qu'elle redevienne l'étoile de la mer des Indes. Pas nécessairement en puissance, mais c'est un vrai bijou que l'île Maurice. La modernisation de la ville au cours des dernières années lui a fait perdre malheureusement de nombreux bâtiments du siècle dernier qui ne demandaient qu'à être rénovés. Bon, malheureusement, c'est la course au béton, la course à l'argent, etc. Alors, Robert Edouard a mentionné dans un de ses écrits une petite phrase concernant Port-Louis. La ville entière est poésie, rêve, légende. Et je crois que malgré sa beauté visible et évidente, elle est aussi l'œuvre des historiens, des mémorialistes, des poètes qui ont tissé fil à fil son mystère, son charme, son prestige, qui lui ont écrit ses lettres de noblesse, l'histoire de sa vie. Un vieil habitant de Port-Louis, que je retrouvais le texte, raconte, il se souvient de moi. Celui qui a vécu cette époque lointaine dont nous parlons et qui a conservé le souvenir des attraits qu'offrait la ville ne peut s'empêcher en parcourant ces endroits jadis si pleins de vie, d'animation, d'éprouver un serrement de cœur en constatant tous les changements qui ont eu lieu et les vides qui se sont faits à la suite des événements dont nous parlerons. On ne voit plus comme naguère ces figures amies qu'on aimait retrouver chaque jour.
On n'entend plus ces accords mélodieux, ces chants captivants qui vous parlaient à l'âme, évidemment qui parlaient du théâtre. Tout cela a disparu. L'attrait, la gaieté a fait place à une vie bruyante, agitée et parfois orageuse. Toutes ces charmantes visions d'autrefois se sont évanouies. Il nous reste cependant un souvenir ému de ce temps où Port-Louis était alors dans toute sa splendeur. Je suis depuis l'enfant, mes parents allaient au bord-de-mer appelé du Tombeau. Donc, Port-Louis, pour moi, depuis l'âge de 15 ans, c'était à Mobilette que j'ai découvert Port-Louis. Et on a vraiment apprécié énormément la ville. Et au cours de mes recherches généalogiques, j'ai découvert que mon ancêtre femme, débarquant à Port-Louis le 15 décembre 1788, qui venait de l'île de Léron, avait ouvert un café à la rue de l'Hôpital, actuelle rue Pasteur. Et en fouillant chez le notaire de la famille, j'ai retrouvé des choses très amusantes. Elle était presque la banque de tous les habitants de l'île de Léron. Il y avait beaucoup de marins qui venaient de l'île de Léron. Alors elle était la banquière. Elle conservait leur mal, elle conservait tout ce que lui partait en voyage. Et souvent, il disparaissait et elle était responsable d'aller remettre ça à la famille ou faire partie à la famille. Donc, je crois que nous avons tous les Mauriciens ont quelque chose à Port-Louis. On a tous débarqué probablement là-bas. Et je crois qu'il y a un charme particulier à cette ville. Surtout quand on lit, quand on marche, quand on se promène, c'est un endroit qui est occupé depuis plus de 300 ans. Et peu importe l'endroit, le milieu, c'est une réalité de tous les jours. Moi, j'ai un grand problème d'amour. Quand je marche, j'imagine tellement de choses que je me suis dit un jour, je ne finirai pas à rater ma marche, je vais m'étaler en long, mais c'est quelque chose d'absolument fantastique. Donc, j'ai fait une petite sélection de points intéressants à évoquer. Bon, est-ce que vous voulez qu'on fasse le jeu question-réponse ou bien je fais une petite présentation? Le plus que gagnerait à poser des questions, je suppose. Oui, c'est le rebondir sur des questions. La question? Ah, ça serait intéressant. Non, allez, on va attendre. On va attendre. Alors, donc, il faut savoir que Port-Louis a été en fait, disons, visité probablement par les Portugais qui ont officiellement, je dis bien officiellement parce que nous n'avons pas décrit avant ce qui s'est passé, mais il semblerait donc les Portugais avaient passé à Maurice en juillet 1501. Les Hollandais arriveront en septembre 1598, 98 ans après, et le Port-Louis, qui portera le nom, différents noms, mais disons qu'il avait le nom de Port-Nord-Ouest, ou Nord-Westerhaven, qui était donc le port Nord-Ouest. Il rentre dans l'histoire le 1er janvier 1606, quand il obtient, on lui donne le nom de Raad des mollusques. Et c'est un amiral hollandais, Matelief de Jong, qui commande une expédition qui rentre dans le port. Et il arrive et il voit qu'il y a deux autres bateaux hollandais dans le port, bon, évidemment qui vont se ravitailler, ils vont à la grande rivière pour avoir de l'eau fraîche, ils trouvent des poissons, des lamantins qui mettent à sécher évidemment, ils ont même trouvé des huîtres, des anguilles, d'excellentes provinces de mer. C'est quelque chose d'être. Alors lui, il a fait planter des arbres fruitiers, libérer des boucs et des chèvres. Et le Port-Louis deviendra aussi une poste restante pour le courrier des marins, suite à la visite de l'année suivante d'un autre amiral, Van de Veer, et les marins hollandais mettront systématiquement dans une jarre qui aurait été, à ce qui paraît, retrouvée dans les années 1900. Évidemment, si c'était quelque part, on ne saura jamais. Ça aurait été retrouvé à la grande rivière. C'était suspendu d'un arbre et ils mettaient le courrier dedans. 1825, les Anglais ont commencé à faire des escales. Ce n'est qu'à la première occupation hollandaise de l'île en 1638 que 4 hommes seront placés au port, à Port-Louis, par le gouverneur Bouillet. Il y enverra 4 autres personnes qui s'installeront au fond du port, c'est-à-dire probablement à l'arrière du champ de race, où ils seront là
en surveillance du va-et-vient, parce qu'il y a des Anglais qui viennent, il y a des Français aussi qui viendront, donc eux étaient installés à Bourg, et donc il fallait avoir quelqu'un qui supervise le mouvement. En novembre de la même année, ils mettront aussi un petit canot et des rames basés à l'île Automelier pour surveiller. Et là, nous abordons évidemment le début de l'esclavage. En 1641, le gouverneur Adrien van Denzel, en organisant une traite d'esclaves malgaches. Alors évidemment que les malheureux esclaves n'ont jamais été des esclaves, c'était simplement des prisonniers de guerre capturés par les chefs malgaches et qui sont livrés aux Hollandais. Arrivés à Maurice, évidemment, plus de la moitié ont pris le chemin des bois très rapidement. Je les comprends très bien. Évidemment que c'est pas grave. Mais bon, nous devons savoir aussi que l'esclavage fait partie de la culture malgache. La mise en esclavage des vaincus résultant des guerres entre tribus rivales était naturelle. Hein. Ils se servaient d'eux pour faire des travaux, etc., même participer à la guerre contre les autres tribus. Van der Mesch, le successeur de Van den Stel, lui aussi ira à Madagascar, et lui aussi, cette fois-ci, il ira négocier avec les Français qui se sont installés à Madagascar. Et là encore, les esclaves, en fait, étaient des hommes et des femmes libres, ont été attirés et piégés, et ils ont été embarqués. Évidemment, quand ils sont arrivés à Maurice, ils ont tous filé dans les bois. Donc, nous avons un double peuplement des esclaves en fuite, hein, les premiers combattants de la liberté, disons, et les colons officiels qui sont les Hollandais. Mais enfin, l'histoire des colons, des Hollandais à Maurice, c'était simplement d'occuper l'île. Hein. Ils ont exploité ça assez massivement, mais c'était pas. Le but réel, c'était d'avoir une étape en allant vers Java. Donc la première occupation se passe, la deuxième commence, et les pirates vont se mettre à fréquenter beaucoup le Port-Louis, le fameux John Bowen, qui refera son avis à l'île Automelier. Et donc, en juillet 1707, le nouveau gouverneur Van der Velde reçoit l'ordre de préparer l'évacuation. Donc, il fait faire un recensement des habitants. Alors, ce qui est intéressant, c'est le nombre de gens qui vivent à Port-Louis à l'époque. Il y a 16 familles composées de 15 hommes, 12 femmes, 32 enfants, 47 esclaves et 281 têtes de bétail. Imaginez pour lui, c'est assez amusant, ça ne devait pas être évident. Hein. Enfin, 16 familles, on en pour lui. Ils quittent le pays, ils partent, là les pirates se mettent à visiter l'île à tout le bras, d'où l'histoire de tous les trésors éventuels. Il n'en manque pas. Hein. Je crois que l'histoire des trésors à Maurice, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est ça le vrai trésor, c'est pas le fait de. Il y a eu quelques aventures de trésors, mais ça n'a pas été bien loin. Donc, les Français prennent l'île en septembre 1715. Il y a eu 2 prises de possession de l'île, une en 1715 sur les instructions de 1015, et il y a eu une seconde prise de possession le 23 septembre 1721. Alors, il y a toute une histoire. Le gars qui fait la seconde prise de possession, c'est le Fougeray, Jean-Baptiste Garnier du Fougeray, un breton. Et je crois que c'était un opportuniste remarquable. Et il savait très bien que l'île avait déjà été prise officiellement. Il était sur le bateau, il avait même signé l'acte de la prise de possession, mais lui, carrément, il a fait mettre un lys, un mât, un pavillon, etc. Et il a filé à la Réunion, qui était un peu le head office, disons, de la Compagnie des Indes de l'époque, et il a fait enregistrer ça à sa prise de possession. Et évidemment, il a été décoré, etc. Mais il a fini, comme tout en dit, en prison pour mismanagement de fonds de la Compagnie des Indes. Alors, les choses amusantes, donc, il y a toujours des esclaves dans les bois à Maurice, et le 24 décembre 1721, les Français de la Réunion ont eu vent que les bateaux anglais, hollandais, etc. faisaient la tournée chaque fois, ils venaient piocher du bois noir, décide de faire une installation de colons à l'île Maurice. Donc le 24 décembre 1721, arrive à Port-Louis 16 habitants de l'île de la Réunion, de Saint-Paul, de Saint-Paul de l'île de la Réunion, sous le commandement d'un major, le major Le Toulec.
On a pu retracer le nom de quelques de ces habitants-là, des noms très rayonnés: Étienne Robert, Julien Lépinet, Élise Técher, M. Picard et un dénommé Guichard. Les autres, on ne sait pas. Enfin, le fameux bateau arrive et le journal de bord raconte: et les habitants descendants ont emmené tous les bestiaux que nous avons pris en mascarin pour peupler. Étant de retour le soir, ils ont rapporté 2 cerfs, des cabris, un couchon marron que les chiens avaient pris. Il y avait aussi des tortues de mer grande quantité, le port se trouvait, etc. Le 24 décembre, ayant commencé à faire bâtir leur case, eut la peine d'aller à 2 lieux pour chercher des feuilles de latanier pour possession de la dite île. Donc, il n'y avait pas de belles maisons qui les attendaient, hein. C'était des simples poteaux et des feuilles de latanier. Donc, l'emplacement de la future ville de Port-Louis, probablement une forêt vierge, la végétation descendait jusqu'au rivage, la seule partie dégagée, et ça avait été dégagé par les Hollandais qui avaient quasiment tout coupé là, c'est la place de la cathédrale jusqu'au chêne plomb, jusqu'à la place Mission de Gall. Mais la mer en fait s'arrêter devant l'hôtel du gouvernement. Donc ça n'existait pas, la place d'Armes n'existait pas encore à cette époque-là. Donc, arrivés sur place, ils ont commencé près du ruisseau du Pouce, à planter un jardin d'ananas, des cannes à sucre, des légumes, etc. Le Doulec fait le tour de l'île avec une quinzaine d'habitants et il rencontre un oublié de la colonisation hollandaise, un Allemand, Wilhelm Lichning, c'est un diront Leckning, le Leckning aussi, parce que ce monsieur a été s'installer à La Réunion. Son nom a dû peut-être été modifié avec le temps, mais Jean-François Leckning me dit: oui, effectivement, mon papa, on vient de La Réunion, etc. Je dis: ben, un jour, il faudra se rencontrer, qu'on en discute. Mais la généalogie du type est connue, il s'est marié à La Réunion, il a continué sa vie tranquillement. Donc, maintenant, la colonisation officielle avec le premier gouverneur a lieu en avril 1722, l'année suivante, et arrivent là les religieux, les soldats, ils arrivent, grosso modo, le chevalier de Lyon donc débarque et il est accompagné de son lieutenant Duval de Beauville, de Jean-François Duplex qui partait à Pondichéry, et qui, la première chose qu'il a fait, il a demandé une concession et il a fait faire une case dessus, il a dit qu'il était le découvreur de l'île, hein, c'était en lui et la Beauvillais, ça commençait déjà mal. Donc la compagnie suisse de Bullion, imaginez qu'on avait des Suisses qui ont débarqué à Maurice pour venir habiter ici pour contrôler les Suisses, un régiment de Bullion. 4 religieux, des prêtres, 2 frères laïcs, des artisans accompagnés de femmes et d'enfants. Les tentes sont dressées sur le rivage où sont installés les malades des nains. Alors il y a eu un nombre impressionnant de mortalité sur ces 2 vaisseaux. 52 passagers sont morts, donc 4 femmes, 10 matelots, 34 soldats, 2 caporaux, un charpentier et un matelot. Donc le nom de Port-Louis est donné en l'honneur de Louis XV, mais le port conservera longtemps le nom de Port de l'Ouest. Évidemment, il n'y avait pas grand-chose, ils ont construit des baraques et une petite chapelle. La petite chapelle occupait la place de la banque commerciale actuelle. Il y a les plans, très intéressant de voir, il y avait un petit chaudronnier, etc. Ils ont construit aussi une cantine. Alors, vers la mer se trouvait une case qui servait de corps de garde et de prison. Il y avait une cantine et les soldats et officiers se réunissaient. Une forge, un étal de boucherie pour débiter le gibier, 4 canons de 12 livres et 2 de 18 livres. Complété ce qui fut le début d'une cité qu'on nommait alors le camp. Alors évidemment, l'esclavage continue. Encore une fois, ils envoient un bateau à Madagascar qui va chercher des 65 personnes. Arrivé ici, la moitié se sauve immédiatement du bois et il reste 12 la semaine suivante. Mais imaginez la condition, je ne sais pas moi, les Malgaches sont des gens quand même durs. Alors, eux, cette fois-ci, ne se laissons pas marcher dessus. Très rapidement, sous les ordres d'un premier chef qui sera tué, puis d'un second, ils s'organisèrent et semèrent la terreur dans la colonie naissante en s'attaquant au camp de Port-Louis. Alors, pour défendre les habitants, des soldats de la garnison furent envoyés dans différentes parties de l'île et des postes de garde furent mis en place, notamment à Rivière-du-Poste, Baie du Jacotet, selon Jacotet, enseigne de la compagnie suisse de Lyon, Camp de Masque, selon Masque, lieutenant de la compagnie de Masque, et Poste Lafayette, selon l'officier Fayette.
Donc ces postes seront attaqués et certains seront abandonnés. Je passe sur la question des achats d'esclaves. Enfin, c'est un sujet un peu, en lisant le livre, se délecter, c'est agréable, enfin bon. Mais donc là, nous venons sur le côté peuplement. Évidemment que ces navires payaient en général énormément de matelots et de personnel, scorbut, maladies diverses, fièvres, etc. Alors, comme ils étaient déjà installés en Inde, la plupart des vaisseaux qui venaient à Maurice venaient de la région de Pondichéry, de Carical, etc. Alors, ils ont emmené en Maurice les fameux matelots qu'on appelait les lascaris. Les lascaris, ce sont selon les informations que j'ai recueillies, seraient des PS d'origine qui s'étaient installés au nord de Pondichéry. Et donc, ils sont venus sous contrat, ils ont offert leur service aux différents navires qui partaient et ils remplaçaient des victimes. C'était des gens très compétents dans la construction de bateaux, dans la navigation. Ils avaient tout un système de gestion, ils étaient sous la responsabilité d'officiers qui parlaient français couramment, etc. et qui disaient les cas. On peut détailler. Et selon les personnes avec qui j'ai parlé, les bateliers dans le port, ils me disent, mais c'est nous-mêmes ça. Nous-mêmes ça. Je dis, chapeau, si vous voulez, ils sont toujours dans le port, ils étaient bateliers, ils habitaient le banc Cassal, qu'on appelait, c'était le lieu en fait où ils mettaient tous leurs équipements. Ils ont géré le port pendant des années, ils faisaient le transport et probablement les personnes qui m'ont dit que c'est nous-mêmes, peut-être que c'est leurs ancêtres aussi qui sont là. Bon, je sais bien s'ils se sont installés évidemment à Port-Louis, et ça s'est très bien passé, c'était des gens sous contrat, et il n'y avait pas d'esclavage dans cette affaire-là. Port-Louis, malgré tout ça, ne fut pas très utilisé. Les marchandises, ils ont préféré développer le port sud-est, qui est le port Bourbon, le grand port, et ils envoyaient les marchandises du port sud-est à celui à Port-Louis par des chaloupes, et ils disaient qu'il y avait toujours des vents favorables pour s'y rendre. Ils ne disaient pas que vous sortiez le grand port, c'était une autre histoire. Donc, c'est un arrivé. Il y a des arrivages donc, réguliers de détachements militaires. Là, je vois qu'il y a des régiments, des détachements venant de régiments de Piémont, de Richelieu, d'Artois, ainsi que des ouvriers. Et finalement, Bordeaux aura une petite garnison sous les ordres du capitaine Gast de Haute-Rive, qui était le major des troupes. Les soldats logés dans des paillotes. Le lieu comprenait quelques baraques, des cases en bois et recouvertes de feuilles de platanier, autour d'un espace dégagé de toute végétation. Cet espace deviendra la place centrale où se dérouleront les activités importantes et portera le fameux camp. Donc le fameux gouverneur s'en va de Lyon et arrive un autre gouverneur sur un autre bateau. Sur ce bateau de ce gouverneur, il y a un religieux qui s'appelle le Père Ducrot. Il séjournera dans l'île de mars 1726 à 1727 et il décrit l'île comme suit. On peut appeler cette île le royaume des rats. À Port-Louis, les cerfs et les singes saccagent les plantations. Les esclaves réfugiés dans la montagne étaient toujours prêts à fondre chez les soldats. Évidemment, c'était le contexte. Alors, à cette époque, les premières salines sont développées à Port-Louis. Donc en 1726, un Languedocien, Dominique de Caudan, a créé la première saline non loin du Golan. Ils font venir maintenant, en janvier 1727, un détachement de l'île de la Réunion, des chasseurs, pour éliminer les esclaves marrons vivant dans les bois. Sérieuse menace pour la colonie naissante. Qu'est-ce que ça a donné? 1728, arrivent 116 passagers sur le bateau de Bourbon, des colons, des soldats, des ouvriers et des filles dites de la compagnie. Ces dernières, des paysannes bretonnes originaires du Morbihan, du Finistère, étaient destinées à être mariées aux colons et aux soldats désirant rester dans l'île. Je ne sais pas si c'était vraiment des paysans, mais il semblerait que c'était des filles ramassées un petit peu partout. À cette époque-là, ils ne se gênaient pas, ramasser les gens dans les rues, on l'a baraqué. Donc les choses vont changer.
il y a un dénommé Nicolas de Maupin, dont le nom de la fameuse insecte, du Maupin. Punaise. Punaise Maupin, porte son nom. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et donc Maupin, nouveau gouverneur, c'est lui qui se fait s'installer à Port-Louis et il dit à tous les vaisseaux maintenant, vous accostez à Port-Louis. Et là ça commence, la construction des magasins pour ramasser des marchandises, ils font un mur d'enceinte, etc. Ils déterminent la grandeur de Port-Louis, tout est fait. Alors il fixe le premier lieu, un terrain compris entre le ruisseau du camp côté de la Grève à l'Amboca, c'est-à-dire que c'est le canal du Pouche, je suppose, et la petite ravine limitrophe au terrain du camp, où sont les cases de personnes, tirant une ligne droite jusqu'aux montagnes. Alors cet endroit, c'est un rectangle qui couvre une superficie de 40 arpents, délimité par les rues Sir William Newton, Sir Vieux Gymnase, Edith Cavell et le port. Donc ça vous donne déjà une idée où tout se passait dans le premier carré. Donc il fait construire une case pour le gouverneur, il en fait sa résidence, etc. etc. Évidemment, tous les documents étaient conservés sur les tables et le premier cyclone qui est arrivé a tout rasé, tous les premiers documents ont disparu. C'est bien dommage parce que c'est très intéressant. Alors ils ont fait aussi un hôpital, il y a le cimetière qui a été créé, dit de l'enfoncement, qui se trouve dans l'emplacement du Hawkers Palace. C'était là le premier cimetière pour lui. Alors pour la petite histoire, ce cimetière a eu des aventures terribles, il y avait tellement d'épidémies qu'on a enterré les gens à peu près. Et il y a eu des cochons, des chiens qui ont tiré des corps, qui ont mangé, des chiens passés avec des morceaux de bras dans les rues, etc. C'est assez intéressant. Et donc Bernadette Saint-Pierre, son arrivée ici, comme premier travail, ce sera de vider le cimetière. Donc c'est assez amusant. Mais de vider un cimetière, il a créé notre cimetière de l'Ouest. Ben, n'oubliez pas qu'au début de la construction du Hawkers Palace, ils sont tombés sur la tombe du premier religieux humoriste, le fameux prêtre, qui a posé la première pierre de la cathédrale, hein, qui est toujours là d'ailleurs, la première pierre. Et donc, il commence maintenant, en 1729, à donner des petites concessions pour la construction de cases et la cultivation d'un jardin le long du ruisseau du Pouce. Alors ça, il y a un document très intéressant qu'on appelle le TAD. Celui que je l'ai date de 1777. Vous voyez, tout pour lui, rien n'a changé. Toutes les rues, c'est les mêmes rues, les espaces, tout est pareil. Et quand il donnait un terrain en concession, le concessionnaire avait 3 ans pour le développer. Au bout de 3 ans, ce n'était pas développé, vous voyez. Et c'était une très grande carte, et il y avait des petits morceaux de papier qui étaient collés dessus. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient suivre. Le document est très intéressant et on voit exactement, il y a des cafés qui sont créés, etc. Et on peut savoir exactement ce qui se passe. Il y a même de la canne à sucre qui a été plantée dans Port-Louis. Maintenant, Port-Louis va recevoir maintenant la visite à partir d'avril 1731, la main-d'œuvre tamoule. Ce seront des maçons recrutés à Pondichéry sous contrat. Et ils étaient tous des libres, évidemment, ils arrivaient de leur propre gré. Et presque tous se sont installés à l'île de France et ils sont restés. Ils ont porté le nom Malabar, parce qu'ils venaient de la région de Malabar, mais ce sont tous enfin, aujourd'hui, c'est le Tamil Nadu. Et c'était des gens très recherchés pour le métier de charpenterie, de maçon et de tailleur de pierre. Alors évidemment que, comme la main-d'œuvre manquait, en mai 1732, on a reçu à Maurice des contrebandiers du sel. C'était des gens qui faisaient un trafic de sel, parce que le sel était taxé à cette époque-là. Évidemment qu'ils seront ostracisés par les habitants de la colonie, et ils moururent tous de manque de soins très rapidement. Vous voyez comme quoi il y a eu des gens d'un autre milieu qui ont subi. Alors, une description des logements de Port-Louis en 1732, tenez-vous bien, caisses de bois et carrés, seulement posées sur le sol auquel les points unis. On en voit tous les jours transporter en des déplacements d'un bout de quartier à l'autre. On en a même transporté, dit-on, sans rien désassemblé, sans détérioration d'un emplacement sur un autre. Dans les Port-Louis, l'eau pénètre avec tant d'abondance que dans les pièces, des gouttes de toutes parts.
et la surface de terre se trouve entièrement baignée. En un mot, ce n'est qu'une construction assortie d'une douzaine de pièces sous barre d'eau, exposées à être consumées par le feu en peu d'heures. Donc, c'était pas la joie. Hein? Donc, ça se développe progressivement. Il y a de plus en plus d'emplacements qui sont construits, etc. Évidemment, c'est toujours l'hôpital qui a priorité. Et évidemment que le port a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et voilà que les ouvriers spécialisés arriveront de France et du Pont-du-Chéry. Vous savez, c'est très important que les Mauriciens réalisent que Port-Louis, c'est pas fait par une catégorie de personnes. Toutes les communautés qui, à Maurice, ont apporté leur pierre à l'édifice. Ça a pris des années et des années pour développer ce port. Et la ville, surtout. Et quand on connaît les conditions dans lesquelles ça se passe, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il fallait chasser sur la faim, etc. Les maisons, on les déplace, là c'est bon, là c'est pas bon. Les cyclones ne sont pas mentionnés encore, mais la ville va subir des cyclones quasiment tous les ans, et c'est absolument épouvantable. Et donc, ils font venir maintenant des ouvriers spécialisés qui arrivent, des pilotes côtiers, patrons de canaux, pilotes du port, des matelots lascars, des calfats, des écrivains, des pontonniers, des cureurs de bord. Et toutes ces personnes vont former les esclaves à ces métiers. Et le métier du port va passer progressivement dans la main-d'œuvre servile. On peut vous raconter beaucoup de choses, mais voilà, c'est pas l'essentiel. Si vous avez des questions. Alors, je crois, ce qui est important de dire, il y a quelque chose en nous de Port-Louis, comme Tennessee pour le. Les Port-Louisiens devraient savoir que c'est important d'être animé par l'esprit port-louisien. Et c'est pas évident. On dit que tous ceux qui sont nés à Port-Louis sont totalement différents. C'est comme les mains qui sont ceux qui ont vécu à Port-Louis et à Port-Louis. Ça, on doit être différent, forcément. C'est vrai, on n'a jamais vu. Moi, je ne suis pas différent. Hein. Non. Chaque fois quand je rentre dans la rue, Différent. j'admire sur tous ces pierres taillées, là, le butatonnier, le ruisseau du Pouce. Pour moi, Ce sont des travaux de Romains, hein, mais ça a été fait dans des conditions très très dures. Allez essayer de toucher une pierre, je vous donne la masse volée, vous ne pourrez pas faire ça. Non, ça a été fait. Si vous avez des questions à poser, il y a un micro qui est derrière, ou un témoignage, une remarque. Enfin bon. Donc, Port-Louis se développe à peu près, et ce n'est quand la Bourdonnais arrive. La Bourdonnais est déjà quelqu'un de très riche. Il a été capitaine pour le roi du Portugal. Il a travaillé en Inde énormément. Il connaît la marine. Il était capitaine de bateau. Et il a très rapidement, malgré la compagnie des Indes, il a dit non, on veut un port. Lui, il a dit non, je vais faire une colonie, un port, une escale. Et il y avait visionné, figurez-vous, qu'il parle dans ses notes de port-franc. En 1735, il parle déjà de port-franc pour Port-Louis. Il dit que l'avenir de Port-Louis, c'est le commerce et c'est le port-franc. Alors, rien de nouveau, hein. On parle de zones franches, etc. Mais vous verrez que dans le livre, il y a des gens qui ont déjà exprimé, ça a déjà été calculé. À l'époque des Corses, c'était plus ou moins un port-franc, c'était plus ou moins aussi une zone d'importation et d'exportation. Les Américains vont débarquer ici à toute vitesse. Aussitôt que les Corsaires vont commencer à travailler, ils amèneront des matériaux, des bateaux, etc. Ils vont faire du barter système, ils vont échanger, il n'y aura pas d'argent en jeu. Et eux, ils vont transporter les équipements de Maurice en Chine. Tout ce que les Corsaires ont ramené ici, ils ont ramené ça en Chine. Et c'est vice-versa. Ils ont même vendu leur bateau sur place. Donc l'île va prendre une importance considérable. La Bourdonnais, lui, il a vraiment mis sur pied on peut dire une structure qui crée pour lui le transport de l'eau de la Grande Rivière. Il n'est pas un ingénieur. D'ailleurs, il sera en grand pugilat avec Cossini,
qui est l'ancêtre de mon voisin Philippe Laos, et Cossini, et l'ingénieur Cossini travaille selon les normes. Cossini travaille sur les plans. Il voit un type qui arrive là, qui fait un canal en 3 semaines, qui ne comprend pas, et qui fait des batteries de canon à tout le bras, et lui, il arrive avec tous ses plans, il se bat toujours, il s'est battu 3 fois, il a quitté l'île 3 fois, il s'est battu avec tous les gouverneurs parce qu'il voulait avoir tant d'ouvriers pour faire le travail, etc. L'autre a travaillé avec les moyens du bord, et il a réussi beaucoup plus de choses que les ingénieurs ont pris leur temps. Alors, la Bourdonnais va faire des moulins à vent pour le blé, va créer le canal de citronnier à Pamplemousse qui va amener de l'eau dans le marais, il va faire construire un barrage sur la rivière des citronniers, qui va faire tourner des moulins de balaclava où ils vont écraser le blé. Il a commencé même à faire venir du blé de toutes les parties de l'océan Indien pour faire le pain, etc. Construction de canons, de poudre, etc. Tout va se faire très rapidement. Il va construire sur l'île de Tonnelier une batterie très importante qui ne servira malheureusement jamais. Alors, une petite anecdote, bon, si on peut appeler ça anecdote, peut-être ça va vous faire frémir, on verra. Sur la rive gauche du ruisseau du Pouce, a touché le pont en face de la rue de Castries, c'est-à-dire où Kentucky est sur la chaussée, juste derrière, dans la rivière, petite rivière. À l'époque, la mer est venue jusque-là. Il y avait un appareil sinistre qu'on appelait les fourches patibulaires. Le lieu était nommé le Temple de la Douceur. Au pied étaient quelques soldats armés, un greffier, et au pré, un échafaud, une échelle, un billot, une hache, tout l'appareil en fin de la mort épouvantable. Aux patients qui restaient debout, on présentait une coupe bien amère et il l'a vidée jusqu'à la dernière goutte. Alors c'était l'échafaud de l'époque. Bon, est-ce qu'on pendait, est-ce qu'on coupait, bon, je sais. Alors c'est très intéressant, je cite la source de ça. Ça vient du livre Témoignage pour un jubilé de la municipalité de Port-Louis, le jardin de la compagnie, 200 ans de cela par Anand Boypet. Très intéressant, qui lui-même cite Félix Robéaville, et c'est très intéressant. Alors, de l'emplacement de la chaussée à la mer, la grève était couverte en marée haute. Et c'était aussi le lieu où on déposait des immondices. Imaginez la marée qui montait, descendait avec tous les cochonneries qu'on était. Je crois qu'un archéologue pourrait trouver son bonheur dans l'eau, on ne sait jamais. Peut-être. Donc, la grande rivière. Alors, pour aller chercher de l'eau à cette époque-là, il fallait se rendre à la grande rivière. Car les ruisseaux qui traversaient le camp, c'est-à-dire les différents ruisseaux dans les montagnes, c'était déjà épouvantable, l'eau était très malsaine. Alors, la population à cette époque-là était de 3000 personnes. 3000 personnes. Dans la population de l'île, Port-Louis était habitée par 1676 personnes. Alors, avec l'époque de la Bourdonnais, on commencera à penser sérieusement à une cathédrale qui sera faite 30 ans après. La fameuse cathédrale de Saint-Louis qu'on dit aujourd'hui est une cathédrale qui est la 5e, la 4e, si je ne me trompe pas. Elle a été détruite par des canons qu'on a tiré pour la mort de Marat sur son parvis. Le cyclone, on s'est servi de ça pour mettre du foin, on a mis des troupes dedans. À la Révolution, ça a servi de l'Assemblée générale, etc. etc. L'histoire de la cathédrale de Port-Louis est très intéressante. L'hôtel du gouvernement, c'est pareil. La Bourdonnais arrive, il prend les plans qu'il a, il a vérifié les plans de ses prédécesseurs, et voilà qu'il construit l'hôtel du gouvernement, qui est un bâtiment d'origine, qui est construit donc en 1738. Le bâtiment est fait, la plupart du bâtiment, il est fait de corail. C'est du sable concrétisé qui est découpé en blocs. Tout le premier étage et le second, c'est du sable. Donc c'est un bâtiment très, très solide. Donc il a fait mettre, bon, juste pour la petite histoire, on a ajouté des étages.
en 1807, c'est le général de Camp qui a fait augmenter le nombre d'étages sur le bâtiment. Auguste Toussaint mentionne dans un article qui s'appelle L'Hôtel du gouvernement, publié dans la revue bicentenaire de la ville de Bourges. La présence à la rue des bons enfants. Alors, la rue des bons enfants, c'est la rue qui longe la municipalité, l'hôtel de ville, l'hôtel du gouvernement, qui est fermé aujourd'hui. À l'époque, c'était une rue qui passait là. Il y avait les bâtiments de l'état civil, etc., qui étaient en bois, et il y avait une petite rue, la rue des bons enfants. Alors, dans cette rue, c'était en fait séparé l'hôtel du gouvernement de la chapelle Sainte-Anne et du bureau de l'état-major, ce qui ont été utilisés jusqu'en 1935. La rue en question menait à la place des bons enfants, située derrière l'hôtel du gouvernement. Ce carré, que les fleurs, etc. Et tenez-vous bien, se trouvait dans ce lieu le pilori. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est très intéressant. Instrument de châtiment médiéval, consistant en un poteau équipé d'une traverse, auquel étaient attachés temporairement pour être vus du public les mauvais payeurs. C'était supposé impressionner suffisamment les gens pour qu'ils évitent de se trouver un jour en pareille situation. Amusant, hein, vous savez, on passe les bras le long à la tête, on voit ça dans les films. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dû recevoir, les malheureux. Alors, à cette époque, la place d'armes commence à se développer, on remplit la mer, et ça devient tout un lieu avec des magasins pour stocker du vin, pour stocker des marchandises, les grains, la boisson, etc. Et ils vont fermer la place d'armes, et il y aura une très grande porte là, et il y aura une batterie de canon qui sera installée. Donc là, la place d'armes est complètement fermée. Hein. On n'a pas accès, il faut passer sous une guérite pour aller vers l'hôtel du gouvernement. À gauche se trouve la fameuse boulangerie où aujourd'hui se trouve la State Bank. Notez que je ne suis pas opposé à l'évolution moderne, mais en conservant une partie des anciens bâtiments. J'ai été à Singapour, là, ils ont fait des choses admirables. Ils avaient tout détruit, ils ont reconstruit à l'ancienne, et aujourd'hui, les bâtiments anciens ne sont pas cassés. Ils sont incorporés dans les nouvelles structures. C'est extraordinaire de voir ce qu'ils ont fait. Alors, une autre chose intéressante, le petit port. Aujourd'hui, on trouve le marché de Port-Louis. C'était un petit port. On collectait tous les soirs, on enfermait dedans les chaloupes, les canots et les pirogues. Parce qu'il s'avérait que certaines personnes piquaient les bateaux de nuit et ils tentaient toujours à quitter l'île, etc. Donc, c'était fermé avec des pilotis, des poutrelles, etc. En fait, c'était une espèce de barachois avec un pont-levis. Mais il y avait donc le marché. Si on fouillait un peu sous terre, on aurait voir des choses très intéressantes. Parce que vous savez, quand ils ont fait le passage sous l'autoroute pour aller en face sur le waterfront, ils ont trouvé des lots de canons dans le passage. Il y a beaucoup de vieilles choses sous Port-Louis. Bon, je vais survoler parce que là, il y a tellement à raconter. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier qui vous intéresse? Bon. Il y a un micro qui se balade là-bas. Parce que j'en ai pour des heures pour raconter. Il y a par exemple une chose très intéressante, selon un acte notarié retrouvé par Raj Boudou dans les archives, très intéressant. Il s'agit d'une description d'une cantine, d'un limonadier et d'une salle de billard à Port-Louis en 1757. Case, dernier bâtiment de la compagnie ayant vue sur mer, attenant la boulangerie, vous voyez un peu où c'est là. L'immeuble ustensile de limonadier, un noir malgache et d'autres cases, y compris une salle de billard et une salle où on distribue les liqueurs. Terrain à la compagnie, case baignée à la mariotte dans la salle, 7 tables de bois de natte, 8 banquettes du même bois faisant le tour de la salle, 6 tabourets rotinés, 12 estampes fines à cadre et garnies de verre, 3 grands miroirs à 4 dorés, 2 tapis de drap vert,
2 portes, 5 fenêtres garnies de rideaux. Il est déjà bien installé, lui. Mais ce sont des choses qu'on ne se doute pas. Hein. On sort d'une époque avec des feuilles de ravenal et des gens commencent à rentrer dans un certain luxe. C'est très intéressant. Le premier plan de Port-Louis sera fait à l'initiative du gouverneur Desforges-Boucher et il sera enregistré en 1759. Les 227 premiers contrats de concession à Port-Louis seront notés dessus. Et il existe toujours cela. Hein. Alors, je dis toujours, certaines personnes me disent « Ah non, le lait chinois est arrivé. » Non, tu dois savoir ça mieux que moi. Le 20 janvier 1760, arrive à Port-Louis 2 prises anglaises, le Mairie et le Mamouti, capturés par le navire corsaire, le Condé, la frégate L'Expédition, armée par le comte d'Estaing. À bord, 300 marchands chinois enlevés de force de Batavia. Ces derniers, des artisans et des commerçants, refuseront de s'installer dans l'île et seront ultérieurement ramenés à Batavia. Alors, pour les satisfaire, on va envoyer 3, ils vont voir le gouverneur, ils négocient, 3 bateaux s'en vont pour Java, on va chercher leurs femmes et enfants, malheureusement, en route, il y a 2 bateaux qui coulent. Et enfin, c'est l'histoire. À la même époque, 1760, début du Yangtze à Port-Louis. Il est célébré dès 1760. Le Yangtze, le Gouné ou le Yangtze, je ne me trompe pas, c'est la même chose. Voilà. Alors le jardin de la compagnie se développe, ça devient c'est un lieu où des gens habitent. Le tout, raconter les livres, ah oui, l'imprimerie, 1767, arrive en compagnie de Pierre Poivre, il a passé au roi, la compagnie des Indes a fait faillite, donc le roi envoie Jean-Daniel Dumas et Pierre Poivre comme intendants qui viendront donc relancer l'île, et donc arrive en juillet avec Pierre Poivre, qui est selon ingénieur machiniste chargé de monter la première presse importée dans l'île. Et cette presse sera probablement la première dans l'hémisphère sud. Elle portera le nom d'imprimerie royale et sera installée à la rue de l'Hôpital, non loin du rivage. Elle fonctionnera jusqu'à la Révolution en 1790. Bon, Maurice, c'est en 1790. Hein. Donc ça c'est intéressant. En août 1767, création du poste d'inspecteur général de police. C'est le début de l'organisation policière dans l'île. Ordonnance, très important, une ordonnance de police concernant les cafetiers, les cantiniers dans Port-Louis. Ils sont appelés à se présenter. Il y avait 340 établissements d'alcool dans Port-Louis. La falsification des boissons avec de l'eau de mer, de l'eau de vie, d'autres drogues fortes était très nuisible à la santé. De nombreux décès en résultaient. Quant à la guildive, lorsqu'elle se fabriquait avec du jus de canne et du sucre, fut considérée comme un poison mortel par le médecin du roi. Alors, arrivée du premier chirurgien en novembre 1767, le médecin chirurgien François Depenot, il va pratiquer à l'hôpital de Port-Louis en qualité de chirurgien aide-major. Il ouvrira un hôpital privé sur un terrain acheté aux héritiers Souliou, à l'angle des rues Corderie et Touraine à Port-Louis. Parfois, quand on circule dans Port-Louis, c'est là qu'on voit tout ce qu'il pouvait avoir. Donc à cette époque-là, la population est arrivée à 4000 personnes dans Port-Louis. Mais la description est terrible. De nombreuses personnes, sans foi ni loi, habitent un quartier de la ville appelé Terre-Sainte, formé de petites cases entassées, construites en désordre et séparées par des ruelles très dangereuses la nuit. Ce quartier est un coupe-gorge ou le lieu de toutes sortes d'infamies. C'est là qu'habite un grand nombre de voleurs, de receleurs, d'ivrognes, de querelleurs et de femmes de mauvaise vie. Alors, le quartier, ils ne disent pas exactement où c'est. Ils ne
disent pas exactement, parce que l'arrivée de Pierre Poivre, il va immédiatement faire raser tout et c'est lui qui va faire noter toutes les rues, tout va lumière droit, carré, nettoyé, propre, etc. Parce que les rues actuelles de Port-Louis sont les mêmes depuis son époque. Hein. C'est assez intéressant. Bon, il y a pas mal de rues qui ont disparu, mais c'était le cas. Alors, par exemple, c'est intéressant, en plein centre de Port-Louis, la rue de la Poudrière serpente, de la place du théâtre à la rue de la Poudrière serpente la rue du Vieux Conseil. Pourquoi Vieux Conseil? Parce que le Conseil supérieur de l'Île-de-France, qui était né sous l'égide de Pierre Poivre, était d'un bâtiment en pierre qui était juste derrière le bâtiment Consigny. Et c'est là qu'il a fait son fameux discours sur la liberté de l'homme, etc., en demandant aux colons de ne pas maltraiter la Versotelle, enfin qui est très connu et qui a eu un grand impact. Donc derrière Consigny, il y avait donc un bâtiment qui servait de salle du conseil. Alors, évidemment qu'un pugilat avait déjà débuté entre Dumas et Poivre. Poivre lui avait refusé, Dumas avait refusé un espace à l'hôtel du gouvernement. Alors, les pugilats ont continué. Alors, une description de Port-Louis en 1769. Tout portait le caractère de la discorde qui y régnait. Ceux qui étaient militaires y étaient vus d'un mauvais œil. Les noirs marrons infestaient la forêt. La ville de Port-Louis était un cloaque moral et physique. Le libertinage, la débauche, le débordement y régnait parmi le peuple. On y commettait des crimes à toute heure. Les rues tortueuses étaient si étroites que 2 hommes de front pouvaient à peine y passer. Les cabanes en bois les bordaient et se tenaient immédiatement de sorte que tout représentait un chaos dans lequel l'air circulait à peine. On y avait à craindre l'assassinat, la peste, l'incendie. L'hôpital était placé dans le plus mauvais air de la ville et le cimetière d'où exhalaient des vapeurs infectes était au milieu du Port-Louis. Écrit par M. Bailly-Claude Louis, qui était à Maurice entre 1735 et 1796. Vraiment, ça a changé depuis, j'espère. Bon, oui, ça c'est l'ancien Port-Louis. Maintenant, je vais passer, disons, un peu au Port-Louis plus récent. J'aurais une petite question avant de passer au... On peut passer le micro. Je serai rapide. Non, pas Très récemment, on avait échangé, vous et moi, à propos de cette maison de la famille Manuel, qui se trouve à l'angle des rues Saint-Georges et Bransé-Quoi. Et après ces échanges, parce que j'avais aucune idée de l'histoire de cette maison, qui appartient, il me semble, au clergé catholique. Les Manuels ont donné ça à l'église. Oui. Par ailleurs, quand on se promène un peu plus loin, à la chaussée, ou près des Mauchus, des bureaux des Mauchus, on voit bien que ces pierres, sans avoir été taillées, je parle, aucune idée, mais sans avoir été taillées de la même façon. Par M. Manuel. M. Manuel a reconstruit Port-Louis après les grands incendies de 1893. Il a reconstruit Port-Louis complètement. Toute la chaussée, c'est lui. Tous ces endroits, les canaux, etc., en pierre taillée. Aujourd'hui, on est incapable de faire ça. Hein? Même le ruisseau du Pouce, il me semble. Quand on regarde le pont, les pierres... Non, mais le ruisseau du Pouce, ça remonte à l'époque de Decamps. Hein? Ça a été construit à l'époque de Decamps, en 1807 par là. Je vous parle des pierres auprès du pont, par exemple. Oui, mais tout ça, c'est Manuel qui a fait. Où il y avait à l'époque Firestone, tout ça, là. Vous parlez oui, tout à fait. Tout ça, c'est Manuel a construit. D'ailleurs, vous voyez ces symboles sur le mur. Tous ces bâtiments de la chaussée ont été construits par lui. En fait, j'ai une question. J'ai parcouru très rapidement là, en diagonale les premiers chapitres de votre ouvrage. C'est très intéressant parce qu'il y a à relever des événements, etc. Mais ce qui serait vraiment intéressant, surtout pour les générations futures, est-ce que vous pensez peut-être, vous ou quelqu'un d'autre, à faire un relevé de ces bâtiments, par exemple,
du point de vue patrimonial, hein, parce que ça va se perdre. Sachez que le recensement a été fait il y a 10 ans par une architecte de la Réunion, des bâtiments historiques, etc. Elle est venue à Maurice, elle a fait un travail immense dessus. Le travail pourri au NHF. J'ai été voir ça récemment, je me suis dit, bon, dedans, il y a pas mal de photos à l'arrière, des vieux bâtiments, etc. que j'ai vu. Moi, il y a mes photos et après, il y a beaucoup de documents que j'ai eu de nombreuses personnes. Ils ont tous les documents. L'architecte, comment il s'appelle Comment s'appelle la dame qui n'aime pas trop là Gaëtan Chiou. Voilà, Gaëtan Chiou. De toute façon, on parle de l'épouse de Gaëtan Chiou. Lui, il a fait un travail dessus. Donc, tout existe. Moi, j'ai vu des photos de plus de 1000 logements pour lui, maisons. L'ancien président du NHF a ça à sa propriété. L'idéal aurait été d'imprimer un livre comme ça, avec toutes ces photos-là dedans, avec le nom des architectes, quand ça a été construit, etc. Et c'est clair et net que tout ce qui est bois, ces photos-là ont été prises sur à peu près 20 ans, ça. Et là, 80% a disparu. C'est pas qui. Il n'y a pas une minute de réflexion dessus. Vous savez qui est en train de racheter des vieilles maisons pour lui et les refaire? Les Français. Il y a un investisseur, il a acheté au moins 5 ou 6 maisons pour lui, il les refait. Je comprends un peu les propriétaires, contrairement à Saint-Denis de la Réunion, où il me semble que la mairie de Saint-Denis aide les propriétaires à entretenir les maisons. Ici aussi, ils ont passé une loi là. Oui, oui. Alors, cette loi en France, on appelle ça la loi Malraux. Quelqu'un qui a un bâtiment historique récupère dans ses impôts la somme qu'il dépense pour l'entretien. Il paraît qu'ils ont passé dans des budgets, presque en sous-marin, un texte similaire. Il faudrait que. J'ai demandé à quelqu'un de chez. Oui, j'ai demandé à quelqu'un de chez j'espère que si c'est vrai, tant mieux. Parce que moi, je connais des propriétaires pour lui qui doivent se résoudre avant de lire et à faire des parkings ou. Oui, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Mais maintenant, n'oubliez pas que. Je sors un peu de mes. Je suis obligé d'exprimer un peu mon opinion. J'ai l'impression que c'est plus intéressant pour les politiques d'écraser un vieux bâtiment et de le reconstruire, pour différentes raisons. Donc oui, je ne vais pas évoquer ça ici, je n'ai pas envie d'avoir des commentaires, je vous le dis, mais c'est clair, ils ont autorisé encore lui des constructions d'immeubles. Vous allez à la citadelle aujourd'hui, vous ne voyez plus une partie pour lui, des espèces d'immeubles qui ne ressemblent à rien. Bon, ce sont des architectes, moi je ne suis pas architecte, mais j'aime bien ce patrimoine ancien. Devant la cathédrale, il y a le fameux bâtiment, grand bâtiment où il y a Kentucky au bas, là, ça ressemble à une glace qui est en train de fondre. Ça ressemble à un bâtiment de New York avec des signes maçonniques. Je ne sais pas qui a fait ça, c'est un goût. Mais c'est pas le pire. Oui, mais il y a d'autres, celui qui a été construit, Cathédrale One, c'est pas quoi, non pas Cathédrale One, celui qui a été construit, il a une immensité, on ne voit plus pour lui. On ne voit que des bâtiments, de plus en plus, et ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Hein. C'est pas joli, c'est pas joli. J'espère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais pas franchement qu'est-ce qu'il faut faire. La seule chose, c'est d'écrire, de raconter, de faire des photos, de garder. Bon, ça c'est une petite partie de mes photos, j'en ai des milliers. Vous avez vu ça, ces photos-là? Ça a été fait en 1977, ça. Par un Français qui était coopérant à Maurice. J'ai réussi à le retrouver, il avait 83 ans. J'ai demandé la permission de me laisser utiliser. Vous avez connu des maisons comme ça pour lui? Des petites oui, et des grandes baraques comme ça. Tout disparu, tout est parti en fumée. J'en connais une ou deux, mais ça disparaît très vite. Que voulez-vous? C'est un. Bon, même à la Réunion, ils ont des problèmes. Hein. Ils ont réussi à conserver une bonne partie, magnifique, mais le reste, ce sont des. C'est brûle. Ils brûlent carrément la maison pour récupérer le terrain. Incendie. Ils se feront, je ne sais pas, l'assurance en plus. Ce Saint-Denis qui est connu pour ses incendies. Celui-là. Enfin, bon, vous savez, dans celui-là, il y a beaucoup plus de photos, il y a beaucoup plus de textes amusants. Je parle de l'hôtel national qui a été un monument pour lui. C'est très intéressant de savoir ça. Il y a un balcon.
Hein. Non seulement Malcolm, il y a des choses à dormir du jour, enfin c'est vraiment intéressant. On voit Paul-Louis, l'ancien Paul-Louis, les différentes fêtes qu'il y avait. J'ai des photos de 1924 par exemple, quand on le goût à Paul-Louis. Et c'était une fête suivie par toute la communauté. C'était pas réservé à qui que ce soit. Vraiment c'est très, très intéressant comme j'ai acheté. Les célébrations, le maire Rivette qui avait assisté à l'arrivée du premier avion à Choisy. Le maire, quand il est rentré à Port-Louis, il a convoqué une réunion de la municipalité de Port-Louis. Il a dit: j'ai vu quelque chose d'unique, c'est l'avenir, il faut faire une piste d'atterrissage dans le Champ de Mars. Mais il y a énormément le côté de la guerre, des ventes les gens qui vendent des choses plus chères, etc. Je peux même peut-être les noms, si je mettais des noms, je me fais échapper. Des gens très connus ont été condamnés. Niranjan, qui était le président du tribunal pour les ventes plus chères, etc. Et tout ça s'est raconté. Ça vient du jour. Les spéculateurs, les spéculateurs en... Oui. Les noms, tout. Mais pas. Les gens qui vendaient du rhum illicite pour lui, condamnés, on sait qui c'est aujourd'hui. J'ai même de très bons amis. C'était le grand-père. Je me dis, bon, je vais voir, mais tu veux pas son nom. Oui. Mais ça vient. Oui, avant que vous abordiez le deuxième. Non, mais je ne veux pas. Le deuxième volume. Il faut que je me lâche. Oui, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous faites mention dans le premier tome, surtout en 1800 et quelques, Baudelaire a fait escale à Maurice. Il y a à la rue La Baudrière, à l'angle de rue Joseph Guibert, il y a une vieille maison. Oui, mais n'allez pas dire ça à Robert, il va vous tuer. Non, mais est-ce que vous faites mention de ça? Oui, mais il a logé dans cette oui, mais on avait mis une plaque là-bas. Il a fait retirer le nom. Il a vu le tirage. Oui, il a été en C'est vraiment dommage. Non, mais il ne peut pas être dérangé. Si mais Baudelaire, là, tous les guides touristiques vont emmener des gens dans son étude. Et ensuite, une autre question. Dans le livre The Rover de Conrad, il y a un certain moment, il fait état d'un entrepôt, un genre de fourre-tout, qui se trouvait quelque part à la rue Félicien dans le film. Conrad, moi je le connais sous son nom polonais. Kozielewski, je crois. Kozielewski, voilà. Donc j'ai raconté sa visite, etc., son livre, ses références. Bon, il y a des choses extraordinaires là pour lui. Hein. La description, il y a plus toute une page. Par exemple, qu'il y a eu une tentative de répliquer le Kon-Tiki à Port-Louis. Très intéressant. Ces deux jeunes gens, tenez-vous bien, je vais vous expliquer, c'est le frère du père Souchon, ça peut expliquer beaucoup de choses, qui a créé un radeau en bambou et qui a appelé, tenez-vous bien, c'est, mesdames, excusez-moi, c'est pas vulgaire, mais il a appelé son radeau le mauvais poil. Donc j'ai la photo que j'ai retrouvée en Afrique du Sud de son radeau. Et ils ont essayé, il y avait lui, un copain à lui, M. Laos, ils avaient décidé de faire une expédition de Maurice, page 279 dans le second volume. Et il a décidé de faire une expédition qu'ils allaient partir à la Réunion. Après de là, ils allaient à Madagascar, et puis la famille l'a bloqué parce que c'était incroyable. Enfin, je l'ai rencontré, il a 92 ans, il m'a raconté l'histoire, c'était hier. Il était heureux, je sais pas comment. Bon, il y a de tout. C'est quelle année ça, le Kon-Tiki? Ça s'est passé. Mauvais poil? Alors, ça s'est passé 1953. 52. C'était un peu contemporain, même C'est récent. Mais le second livre, et donc, ça c'est tout est des recherches personnelles. Hein. Dedans, vous avez tous les journaux que j'ai fouillés, etc. Et vraiment, il y en a de tout le monde. Il y a des choses absolument extraordinaires. Un petit mot intéressant, je peux écouter ça. La gare centrale de Port-Louis, qui est en ruine aujourd'hui, ça vient des mémoires de Clément Charroux. Gare centrale de Port-Louis, symposium, gare centrale, buffet, à l'heure où les chemins de fer étaient rois. La grande halle au pas perdu par la chaussée et le blic rue du Mât, les habitués vie quotidiens coulaient le fleuve.
chacun à la rencontre de son train et de son compartiment, chaque place gardée par un pion vigilant. 3 minutes avant le sifflet du train, la cloche annonçait les servitudes. 2 rites le matin, régler sa montre à la pendule, l'après-midi la station, obligé au symposium. Le symposium, c'est le café de la gare. En fil serré, sous les jambons de York, au comptoir ceinturé de cuivre, le temps d'arroser d'une limonade glacée, un chou à la crème et d'assurer un sac de gâteau pour la marmaille. Au nez des retardaires affolés se refermaient les barrières du contrôle. Et ce qui laissait de créer des incidents assez vifs. Le train des 3h30. Et là, vous allez comprendre pourquoi que la banque commerciale, enfin les banques fermaient à 2h30. C'est que le train des fonctionnaires de la banque partait à 3h30. Il fallait fermer la banque à 2h30, balancer les comptes et aller prendre le train. Le train de 3h30 était celui des grosses légumes. L'Express, le plus rapide. Le 4h05, le rapide, le train des fonctionnaires. Le 4h20, le train de Moka. Le 5h10, le train des employés de commerce et des habitants du Nord. Le dernier de la journée, le 5h30, le train des prolétaires et des poètes. Celui de Léo Villhomme, descendu de sa bibliothèque municipale et d'Edgar Janson, l'industriel pour l'appeler par son nom. De tout le plus lambin, le plus omnibus, le moins encombré. Les voyageurs pressés, tous partis, on choisissait face au couchant, l'impérial inhabité. Les petits vendeurs de journaux criaient les dernières feuilles, hors de la gare, au bout de la rue. Il y avait Longaille, un cafetier sympathique où s'envoyait sur le tard une petite colo bien serrée, les amateurs de l'apéritif. C'est absolument magnifique ce texte. Et il y en a, je vous dis, j'en ai des dizaines. Il suffit de chercher Pierre Renaud, on ne savait pas, Gaëtan Rénal, vraiment, son manquine. Et devant moi, il y a des textes magnifiques de lui dedans. Alors, il y a aussi, on va s'arrêter. Il y a la grande coopération de beaucoup de gens. Beaucoup ont contribué à la photo, beaucoup ont raconté leur histoire pour lui. Il y a 2 livres écrits par 2 dames chinoises. Elles m'ont permis de copier leurs textes qui racontent le vieux pour lui, les maisons sur le trottoir, Vanille de Riz, tout ça est dedans. Tout ce que je vous souhaite, bonne lecture, amusez-vous bien. Et je pense que ça vaut la peine vraiment. Je profite de l'occasion pour vous dire que le nom de Ponsigny a été évoqué à un certain moment. Jeudi, justement, Bâtir à ses rêves sera présenté par son neveu, Christian. C'est une autobiographie de José Ponsigny, alors qui nous raconte tout son itinéraire et tout le rêve, justement, Bâtir à ses rêves, et tout le rêve qu'il avait pour l'île Maurice, et dont certains se sont en fait réalisés. Et je crois que ce livre va remettre un peu les pendules à l'heure. J'espère que Pierre sera des nôtres quand jeudi, c'est jeudi à 18h. D'ailleurs, on va essayer de trouver un titre un peu provocateur. Le vrai pionnier de la zone franche. En fin de compte, c'est lui qui a commencé bien avant l'indépendance. En 65, je crois, il crée Micro-Jewels, selon le principe qu'il faut importer de la matière et il faut produire à Maurice et réexporter avec une plus-value. C'est incroyable quand on lit ça avec le recul, surtout d'après ce que Mead et Titmuss avaient écrit à l'époque, condamnant l'île Maurice à une mort certaine, comment il a posé les premières pierres de l'industrialisation. J'espère vous voir jeudi. N'attendez pas les invitations, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook. On doit consulter de temps en temps pour savoir quel va être le prochain rendez-vous. Donc c'est jeudi à 18h.